Le président de la République et le ministre de l'Éducation nationale ont lancé et installé ce mercredi l'Office national de partenariat en éducation, ONAPE. L'ONAPE est une structure autonome qui se veut être un espace de concertation et d'échange entre l'État et le secteur privé de l'éducation dans l'objectif de faciliter une participation réelle dans l'élaboration des politiques de développement en éducation. Le conseil d'administration de l'ONAPE est composé de 9 membres, issus notamment du gouvernement, du secteur privé de l'éducation et des syndicats. Il a pour mission essentielle de favoriser la participation réelle du secteur non public et à l'élaboration, la mise en œuvre des politiques et des programmes de développement de l'éducation en Haïti. Ceux qui ont douté que l'ONAPE peut aussi être un instrument, et surtout un instrument, pour aider le ministère à réguler le secteur. En plus, le monde de comprendre que c'est champ libre que au bail privé et que le ministère en deux. Au contraire, c'est à travers ce partenariat qu'ensemble, on pourra définir les nouvelles règles d'accréditation et nous assurer au niveau de l'inspectorat, de la supervision technique et administrative, qu'on trouve un écho à travers les représentations parentales, les représentations des associations du secteur privé de l'éducation, pour qu'ensemble, on améliore la gouvernance et la régulation du système. Ensuite, promouvoir, créer, organiser et encadrer les institutions et services éducatifs nés du partenariat public-non public d'éducation. Entretenir des relations avec les organismes nationaux et internationaux œuvrant dans le domaine du partenariat en éducation. Et en ce sens, je crois qu'un ministère est encore plus fort de négocier avec les partenaires internationaux quand d'abord et avant tout, il y a une négociation nationale pour nous mettre d'accord sur nos choix et nos priorités. Aujourd'hui, tenant compte des limitations de ressources publiques par rapport à la dimension de la tâche à abattre, seul un partenariat actif et constant peut nous aider effectivement à répondre aux besoins de la population et à améliorer la qualité des services. Fort de ce constat, j'avais passé des instructions pour la mise en place de l'Office national du partenariat en éducation, un outil clé qui nous permettra d'aborder avec l'ensemble des acteurs les problèmes qui affectent le secteur de l'éducation et d'y trouver les solutions appropriées. En ce sens, je me réjouis du lancement ce matin de l'Office national du partenariat en éducation, dont la loi a été promulguée le 19 novembre 2007. Il s'agira, à travers cette institution, d'établir un consensus social autour des défis de l'éducation, de ramener les ministères sectoriels, les acteurs du monde de l'éducation et du monde des affaires autour des priorités de l'éducation, de converger vers un système éducatif fort des exigences de développement du pays, de constituer un faisceau autour des efforts de financement de l'éducation, donc de faire de l'éducation l'affaire de toutes et de tous. Le flou persiste en ce qui concerne le sort des illégaux haïtiens vivant sur le territoire dominicain. C'est la confusion totale car les autorités dominicaines ne parlent pas le même langage, selon ce qu'a constaté notre correspondant permanent en République dominicaine, Jean-Michel Carrois. Si le ministre des Relations extérieures dominicain, Andrés Navarro, avait affirmé qu'il n'y aurait pas d'expulsion massive à partir de ce mercredi et que le délai de 45 jours serait respecté, son collègue du ministère de l'Intérieur, José Ramón Fadoul, a déclaré le contraire en précisant que la déportation des Haïtiens commence puisque le programme de régularisation, le PNRE, avait pris fin. Le gouvernement dominicain a déjà mis en place un système de rapatriement en apprenant par exemple à des militaires dominicains chargés d'encadrer les Haïtiens la langue créole. Notons que le gouvernement haïtien a annoncé avoir mis en place un plan de contingence afin de se préparer à une éventuelle arrivée massive de réfugiés. Son responsabilité pays d'Haïti. Plusieurs dizaines de personnes, dont des Haïtiens ainsi que des étrangers, avaient manifesté ce mercredi devant le consulat dominicain à New York.
Les protestataires lançaient des slogans hostiles à l'encontre du gouvernement dominicain qu'ils accusent de raciste. Les manifestants demandaient aux autorités dominicaines de ne pas procéder à la déportation massive des Haïtiens après la fermeture du programme national de régularisation des étrangers ce mercredi. Le mouvement s'est déroulé sans aucun incident. Le collectif du 4 décembre demande à la Cour interaméricaine des droits de l'homme, la CIDH, d'intervenir afin d'empêcher la déportation des milliers d'Haïtiens suite au moratoire de 45 jours annoncé par les autorités dominicaines. Le coordonnateur du collectif, Jean-Robert Argan, lors d'une conférence de presse, a fait remarquer qu'à partir de ce mercredi, les ressortissants qui ne seront pas inscrits sont passibles de l'application de l'arrêt 169-15 qui suit l'arrêt 168-13 de la Cour constitutionnelle dominicaine. Tour à tour, suivez les explications de Jean-Robert Argan et du président du GAR, Philippe Jean-Thomas. Notre pays se doit, enfin, de signifier aux États de l'hémisphère et aux Nations Unies qu'un génocide civil et sournois est en cours sur l'île d'Haïti. Ce n'est pas accorder une faveur à notre pays que les chefs d'État membres de l'ONU interviennent chacun à son niveau. C'est pour eux l'occasion historique de réaliser l'obligation qui leur incombe de rappeler à tout État violant systématiquement les droits humains et dans le cas d'espèce, l'État dominicain, que les obligations en ces matières lient la communauté internationale dans son ensemble, ce sans aucune forme de réciprocité. Devant ce malheureux constat d'apparente démission, il incombe à nos dirigeants d'agir immédiatement pour inverser la tendance par la suppression définitive de ce genre de catastrophe dont notre population est trop longtemps menacée par la République dominicaine. Pas de prolongation dans le programme. Le programme a été conçu comme ça, depuis voir comme ça. Il était tout monté que après on a fini inscrit, il y a 45 jours pour étudier le dossier. Ça faut nous clair sur ça. Ça veut dire à partir de 4 heures aujourd'hui, tout le monde qui finit inscrit, il y a bien 45 jours pour étudier le dossier. Tout ça pour qu'on inscrit que c'était Dominicain qui dénationalisé, que c'était migrants haïtiens qui pas de temps joindre en pièce d'identification d'identité nationale qui pas de temps joindre acte de naissance, qui pas de temps passeport inscrit dans le programme non, tout le monde ça va passer de 4 heures aujourd'hui là, yo légaliser le rapatriement. Ça veut dire tout le monde ça à n'importe l'heure nous capable joindre dans quel que soit point frontalier que nous gagnons, que l'officiel que non officiel. Nous pensons que par rapport avec le programme que nous connaissons qui a expliqué aujourd'hui, nous pensons que l'État haïtien a dépêché des économistes, des experts en économie qui vont au moins évaluer ça combien et comment ils ont aidé les gens à monétiser ça pour permettre que les gens ne pas rentrer ici avec deux mains vides. Bon, ça va faire. Quand il y a ces gens qui organisé, sur toute bonne frontalière là, nous avons organisé pour eux, ouais, si vous avez sauvé, ça vous a sauvé. Ce mercredi, la conférence Business Future of the Americas a pris fin. Organisée en Haïti cette année par la AmCham Haïti, cette conférence qui se tenait à l'hôtel Marriott avait pour objectif de discuter sur les moyens de réorienter l'investissement de la diaspora haïtienne vers des secteurs porteurs comme le tourisme ou encore l'agriculture. Les intervenants ont mis l'accent sur les différentes opportunités d'investissement offertes par le pays. Et en marge de la 3e et dernière journée, la vice-présidente de la AmCham Haïti, Régine Labrousse, est satisfaite de la réussite de cette activité qui a réuni des délégations de 24 pays de la région et 13 représentants de la diaspora haïtienne. Le 1er juin, nous avons un aspect très régional. Aujourd'hui, nous entrons dans le contexte haïtien. Nous commençons la journée avec une mise en contexte de Kessler Farrell,
et de Henri-Claude Muller-Poitvien et Chenet-Saint-Ville qui met tout en évidence qui accord qui existait, ça qu'a fait dans l'économie. Après ça, nous rentrons dans le détail avec le ministère de Tourisme et le ministère de l'Agriculture dans deux secteurs clés ça, que nous identifions. Nous aussi jouons le support de l'ambassadeur Altidor qui est co-chairman AmCham haïtien pour faire le lien avec la diaspora et aussi du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, M. Robert Labrousse. Ça nous voulait vraiment faire avec diaspora. Il y a plusieurs opportunités pour petites et moyennes entreprises qui ont grandi. Mais il faut que nous connaissions ça qu'a fait, qui plan qui gagne, qui opportunité nous gagnons. C'est ça nous essayer de réaliser. Durant 3 journées, nous aussi réaliser plusieurs B2B meetings. Ça c'est réunions organisées, structurées avec entrepreneurs qui ont le même intérêt. Il y a plus de monde qui vient en Haïti pour la première fois. Déjà, ils disent nous, bon, c'est même pas ça nous attend, nous surpasser toute pensée nous te sur Haïti, et puis ils sont tellement contents. Déjà, il y a un mouvement qui a fait. Il y a des gens qui commencent des relations, je me dis nous dans la réunion B2B, côté nous-mêmes nous suspectons que très prochainement, ils ont fait. La rumeur selon laquelle l'ancien président René Préval aurait le contrôle du CEP continue de gagner du terrain. Selon l'un des responsables de la plateforme politique Gramin Haïti, Maître Camille Leblanc, pas moins de 3 conseillers électoraux ont des liens avec la structure politique de l'ex-chef d'État Vérité. L'avocat avance pour preuve le maintien de Jackie Lumarque sur la liste des candidats à la présidence agréée, alors que celui-ci ne remplissait pas toutes les conditions requises. De l'avis de Maître Camille Leblanc, invité à la rubrique Le Point de Métropole, les élections de 2015 risquent d'être truquées. Si l'idée est de dire, c'est pas la peine de s'embarrasser des principes des choses, Constitution, on mettait le côté, ça demandé pour être candidat, on mettait le côté. À ce moment-là, on dit, barrière ouverte pour tout le monde, match va fait dans ce stade-là, tout le monde, barrière ouverte. Pas de problème. Mais il faut être clair. Si nous d'accord, il y a des règles à respecter, si on ne pas respecter, il doit frustrer, il doit penser que le tape bon. Il doit admettre que son gros candidat, mais il ne faut pas remplir les conditions, pas remplir les conditions. Maintenant, nous c'est que nous demandons. Si nous avons 3 personnes qui ne pas remplir les conditions, ou pas mettre une de côté ou mettre 2 de côté pour quitter une, si pour écarter ou écarter les 3, si vous ne respectez rien, ou pas respectez rien, ou pas écarter du tout. Donc question, c'est là le poser, c'est une question beaucoup plus de principe que d'histoire. Est-ce que ça veut dire que c'est jeudi à la où tu attendais KEPA dit OK, monsieur Lumarque, pas dans la course là encore. Ou absenti satisfait? M'a senti que CPA baille en preuve que le pas au service de cette plateforme. Et si au contraire, KEPA continue à croire dans M. Lumarque, et maintenant il y a tout l'autre, il y a Anthony Bennett, il y a Edo Zeni, il y a Laurent Lamotte. C'est que si on dit qu'il y a une règle pour appliquer, il faut l'appliquer pour tout le monde. Ah ben ça, si pas de règle, il faut l'appliquer pour tout le monde. Mais cependant, si on a une situation, on a l'État qui n'a pas aucune règle, ce n'est pas un État. Okay. Alors, la question, elle est claire. Je pose le problème de l'égalité et devant la loi. Ça veut dire la loi est égale et pour tout le monde doit se soumettre à la loi. Le principe, elle est là. Ne vois pas une invitation au CP pour mettre de côté toutes les règles. J'ai dit, quand on applique les règles, on l'applique pour tout le monde. Si on ne l'applique pas, on ne l'applique pas. La compagnie américaine JetBlue a lancé un nouveau vol saisonnier Port-au-Prince-Boston aller-retour. Selon le directeur des opérations, ce vol se fera 2 fois par semaine et prendra fin en septembre prochain avec une reprise selon la demande. So as you mentioned, right now the flight is seasonal, so we do this twice a week. C'est un vol saisonnier, 2 fois par semaine. So we start today until September. On commence aujourd'hui jusqu'à septembre. But we are very confident that with the demand, with everyone that's going to book, that it can become daily service in the near future. Sûrement avec les nombreuses demandes de ce vol, ça va être plus quotidien. Along with now with Boston, we also have nonstop to New York's JFK and Fort Lauderdale. So now we have 3 nonstop destinations for Port-au-Prince.
Comme Boston, on a déjà New York et Miami, donc ça fait déjà 3 destinations en Haïti. So especially for Boston to Haiti, Haiti is such a beautiful, natural country. We had a nice opportunity to see when we landed today. It's very hot today, so it's not like Boston where there's a lot of snow. Spécialement Boston et Haïti. Haïti, c'est vrai, mais c'est une bonne destination. So part of JetBlue's brand is to offer quality service. We have TVs on board. We have Wi-Fi service. We have XM radio on board. À part tous les autres services que JetBlue offre, ils ont aussi la télévision, le Wi-Fi on board. Yes. And then along with that and our great onboard service with our wonderful in-flight team, we are looking forward to offering our Haitians community at very low fare to the United States. Et ensemble avec tous les membres de JetBlue, ils veulent offrir à Haïti des vols très économiques et affordables.